Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur Live TV, vous le savez. À travers différents canaux, vous pouvez nous suivre. Et l'émission qui revient pour vous les jeudis soirs, c'est bien sûr Face à la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous vous remercions depuis votre position et depuis le canal que vous avez choisi. On l'avait abusivement présenté comme un programme politique. Bon, vous savez, les abus de langage. C'est plutôt un programme social, un programme qui parle de la Côte d'Ivoire, un programme au cœur duquel les sujets de notre vie commune sont débattus. C'est bien sûr Face à la Côte d'Ivoire. Nous aurions intérêt justement à les écouter plus souvent. Ce sont, comme on dit, ces personnes-là dans la nation qui ont une mission de postulation. Comprenez, une mission de représentation. Entre nous, ils permettent justement de réguler un certain nombre de choses. Ce sont les avocats. Eh bien, parler d'eux, c'est dire qu'on évoque quelque chose d'une extrême importance dans la vie de la nation, dans le contrat que nous avons au cœur de notre vie publique. Et ce soir, pour apprendre des choses des avocats de Côte d'Ivoire, nous avons décidé de solliciter le bâtonnier. On va dire, permettez qu'on le dise comme ça, le chef des avocats. Enfin, voilà, c'est un peu comme ça. Mais vous verrez, ils ne sont pas dans cette guerre de chefs. Nous recevons avec beaucoup de plaisir Maître Claude maintenant. Bonsoir, Maître. Bonsoir, monsieur. Nous sommes très heureux de vous avoir ici. Et ce n'est pas Toussaint Alain qui est juste à côté qui va dire le contraire. Non, bien sûr. Très enchanté également. Merci d'être venu. Moi également. Merci. Vous savez, depuis qu'on parle de droit en Côte d'Ivoire, on parle de la situation de nos concitoyens sur un certain nombre de sujets. Très souvent, on n'a pas donné la parole aux avocats et nous avons voulu le faire aujourd'hui. Et pour commencer à le faire, il est bon que nous nous parlions franchement. Vous savez, c'est un peu notre façon de faire. Je vous invite tout de suite à la rubrique Franc-Parler. Cette rubrique Franc-Parler, Maître, nous allons permettre à Alain Toussaint de vous permettre de mettre les pieds dans le plat. Bonsoir, Maître. Bonsoir, monsieur. La chronique actuelle est défrayée par la libération d'un jeune homme qui s'appelle Didier Gras, libéré après 17 ans de détention dite préventive. Il était détenu à la MACA. Qu'est-ce que vous inspire cette affaire rocambolesque? Être en détention préventive 17 ans durant, parlons franchement, c'est un véritable scandale. Ça n'aurait jamais dû se passer ainsi. Encore que rien ne le justifie, même pas des raisons qui sont liées à l'enquête, puisque, me semble-t-il, il a été purement et simplement oublié dans les geôles de la MACA. Autant vous le dire, comme je le dis, franchement, c'est un scandale. Est-ce que ce type de dossier est courant dans notre pays? J'ai bien peur de risquer une réponse affirmative. Il est des cas similaires. La vraie question, c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus de cas similaires, on n'ait plus de temps de détention au-delà du délai légal que prévoit la loi. Il s'agit de liberté publique que rien ne justifie, pas même les besoins d'une enquête qui sont enfermés dans un délai précis que le législateur a fixé. Alors, pour comprendre, excusez-moi André, quel est le régime de la détention préventive? Quelles sont les normes qui l'encadrent? Alors, d'abord, il faut savoir que le principe reste la liberté et la détention, l'exception. Le régime de la détention préventive, c'est le temps. D'ailleurs, c'est le temps avant lequel l'individu est jugé, c'est le temps de l'instruction. Et le code de procédure pénale est clair en faisant la distinction entre le délit et puis le crime. Le délit, le temps, d'ailleurs le texte dit que le délai doit être raisonnable, et donnant un contenu à ce délai raisonnable, le législateur l'a fixé à 6 mois, s'agissant des délits. En allant jusqu'à dire qu'au grand maximum, ce délai ne peut excéder 3 fois 6 mois. Concernant les crimes, c'est le délai de 8 mois. Au grand maximum, on ne peut excéder 3 fois 8 mois. Voici les délais de la détention préventive, voici le régime juridique de la détention préventive. Au-delà, la 17 ans, c'est sans aucune commune mesure avec
les 18 mois, si j'ose dire, réglementaires. Réglementaire, très bien. Merci, maître. Alors, l'avocat, on vous voit, on vous connaît un peu, chacun a plus ou moins croisé un avocat dans ce qu'il a pu faire en fonction de ses activités, on peut être dans l'économie, la justice, etc. Au fond, c'est quoi l'avocat? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'est qui, en fait, pour notre contrat social, puisqu'on parle de l'avocat? Alors, c'est une question assez difficile, quand même. Non? Non, elle n'est pas difficile, mais je voudrais la rendre par une réponse simple. Je voudrais en faire ressortir sa densité. Ouais. On est dans le temps de carême, je vais emprunter aux évangiles. L'avocat, c'est le sel de la justice. Ouais. C'est le sel de la justice. C'est l'ingrédient qui donne à la justice sa saveur. Ouais. C'est l'ingrédient sans lequel la justice n'a pas de saveur. Voilà. Si je pense m'être fait comprendre... Mais très très bien, très très bien. Au point que, est-ce qu'aujourd'hui, ce sel-là, dans notre modèle, est suffisamment considéré par l'institution, c'est-à-dire par l'État, par les autres corps, justement, qui sont censés, justement, se rendre compte de l'importance ou du goût de ce sel-là? Le texte dit, si le sel perd de son intérêt, de sa spécificité, bien entendu, tout est fade. Ouais. Oui, le constat que vous faites est... Enfin, je ne sais pas si vous faites un constat, mais... En tout cas, je pose des questions. Je ne sais pas si vous faites un constat, mais moi, je vous dirais... Est-ce que les pouvoirs publics sont suffisamment alertés, sont suffisamment conscients de l'importance des avocats? J'ai presque envie de dire, pour être franc, Ouais. pas assez. Pas assez. Pas assez. Tout ça là. Maître, on dit parfois que c'est à la manière dont un État considère les plus faibles, les plus pauvres, qu'on peut avoir une idée de sa justice. Oui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui en Côte d'Ivoire que ce rapport-là est un rapport sain et que l'État place au cœur de la justice les préoccupations des citoyens? En tout cas, l'État proclame qu'il place au cœur de sa justice les préoccupations de ses citoyens. Maintenant, il faut voir dans quelle mesure cela est pratiquement effectif. Il faut voir dans quel décorum tout ça se fait. Et j'ai presque envie de dire que quand on regarde le décorum, quand on regarde la pratique, sans devoir en douter, on est quand même pris de quelques scepticismes. On est... Allez-y, André, allez-y. Puisqu'on parle on est un peu sceptique, mais il y a une chose que l'État nous promet, parce que vous parlez de pratique, c'est l'assistance judiciaire. Parlons-en. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ça fonctionne bien pour nos concitoyens? Est-ce que ça fonctionne, l'assistance judiciaire en Côte d'Ivoire? Oui, l'assistance judiciaire fonctionne, oui, bien, relativement bien, oui. Vous pensez? Alors, l'assistance judiciaire, ça va être l'élan de solidarité de l'État et des avocats, enfin de tous les acteurs du système judiciaire, en direction de ceux de nos congénères sociaux qui ne sont pas fortunés. Pour eux, pour ces bénéficiaires, ça se résume à avoir un accès facilité à la justice sans en supporter les coûts. Oui, de ce point de vue, ça marche. Ça fonctionne plutôt bien. Il y a des bureaux d'assistance judiciaire qui sont délocalisés dans presque toutes les juridictions, d'accord ? Et ça fonctionne relativement bien. Ils sont faciles d'accès? Tout le monde peut y accéder? Alors, il faut être éligible à l'assistance judiciaire, hein, un peu partout. Il faut être éligible à l'assistance judiciaire. Il faut faire la preuve qu'on est dans un état d'impécuniosité établi. Et je pense qu'à partir de ces critères-là et la nature de l'affaire, je pense qu'en respectant également les autres conditions prévues par les textes, c'est relativement facile. Est-ce que cela ne crée pas deux classes parmi les avocats, ceux des pauvres et ceux des riches, par exemple? Alors. Et conséquemment, deux types de justice. Et donc une justice à double vitesse. Et juste une petite question, parce que c'est une rafale, voyez-vous. Oui, mais j'ai la couenne adaptée.
Est-ce que finalement les avocats jouent le jeu? C'est ça, parce Ouais, que, c'est voilà, ça. est-ce qu'ils jouent le jeu? Ils disent, bon, ok, c'est bon, les pauvres, ils me fatiguent un peu. Voilà. Oui. Est-ce qu'ils jouent le jeu? Ah oui, ils jouent le jeu. C'est même une obligation Ouais. de jouer le jeu. En tout cas, en ce qui me concerne, pour parler du nivellement ou du dénivellement au niveau des avocats, non. Tous les avocats, grands, plus jeunes, puissants, moins puissants, sont tenus de ce devoir de solidarité, d'humanité qui s'inscrit dans notre serment d'avocat en se portant volontaire, même pas volontaire, mais obligé de participer à l'assistance judiciaire. C'est tellement vrai que c'est le bâtonnier qu'il commet d'office un avocat pour l'assistance judiciaire. Celui-ci, sans motif légitime, ne peut se dérober au risque d'encourir une sanction disciplinaire. C'est vous dire. Et ça marche. Et ça marche. Et les avocats, par exemple, commis d'office, est-ce qu'on peut avoir une idée du budget qui leur est consacré dans le cadre d'une affaire de droit commun? C'est toute la question. Les avocats n'ont pas de budget. D'ailleurs, les avocats apportent leur concours sans rétribution immédiate. Après, ils ont droit à des émoluments. Vous avez une idée? Non, mais les émoluments, ce ne sont pas les honoraires des avocats. Ce sont les frais de déplacement de l'avocat d'un point à un autre. Généralement, pour les assises, ça tourne autour de 200 000. 200 000. On est bien d'accord sur ce plateau et ailleurs pour dire que 200 000 ne peuvent pas être regardés comme la rétribution suffisante d'un avocat. Absolument. Voilà. Et de ce point de vue, c'est le ministère, la chancellerie, qui gère la question des émoluments des avocats. Mais les avocats ont dépassé cette question d'émolument, puisque pour eux, ce n'est pas tant la question de la rétribution, mais la question de répondre présent à ce devoir de solidarité. Donc les avocats y vont. Certains ont plusieurs années derrière eux sans qu'ils aient vraiment été remplis de leurs émoluments. Ouais. Alors, ces dernières années, à la faveur d'affaires politico-judiciaires, on a vu des groupes d'avocats prendre à partie le gouvernement ou les policiers ou vice-versa. Est-ce que vous avez le sentiment que vous exercez librement votre métier? Est-ce qu'il y a des entraves ou non dans l'exercice du métier d'avocat en Côte d'Ivoire? D'abord, un avocat, c'est fait pour résister aux entraves. D'abord, un avocat, c'est courageux. D'abord, un avocat, je dis, est formaté pour résister. De ce point de vue, est-ce que nous avons des entraves? A priori, non, parce que les entraves, il faut bien qu'elles soient évidentes pour nous. On peut avoir des tentatives, des intimidations, mais plus on est intimidé, plus l'avocat est fort. Donc, s'il n'y a pas d'entrave, pas d'intimidation, vous estimez que l'avocat ivoirien exerce dans un état de droit? Ah, votre raccourci... C'était le but. Oui, mais j'ai bien compris. Votre raccourci, pour qu'on soit totalement, pour que mon langage soit intelligible au même titre que le vôtre, il va falloir peut-être que vous me disiez ce que vous entendez par état de droit. Parce que l'état de droit, ça va être un langage. L'état de droit, c'est un terme polysémique avec beaucoup de réalités. L'état de droit, c'est les droits de l'homme. L'état de droit, c'est les libertés publiques qui sont... L'état de droit, c'est la hiérarchie des normes juridiques. L'état de droit, c'est la justice indépendante. L'état de droit, c'est toutes ces choses-là. Mais quand vous mettez en rapport, je dis, la façon des avocats, la façon d'exercer des avocats avec l'état de droit, l'avocat est acteur de l'état de droit. Ouais. Peut-être qu'il est un acteur pas suffisamment entendu, mais c'est un acteur de l'état de droit. Il porte des valeurs autour des dignités et des droits des citoyens. Il veille à l'équilibre des libertés et de la liberté. Il veille à l'équilibre entre les libertés et la sécurité. Donc, toutes ces questions qui peuvent venir s'entrechoquer et dont le citoyen peut se trouver l'otage. Très bien, sur ça ressemble quand même à des grands principes. Oui. Concrètement, l'avocat ivoirien
qu'est-ce qu'il a fait? Quelle a été sa contribution justement dans cet état de droit d'une certaine façon? Est-ce que vous avez comme ça quelques idées pour nos téléspectateurs? Comment l'avocat a vraiment contribué de façon concrète à faire avancer l'état de droit en Côte d'Ivoire, d'une certaine façon, si ça vous vient comme ça à l'esprit? De ce qui revient à l'avocat, c'est déjà de concourir à l'œuvre de justice. Très bien. Et de demander l'application des textes, de demander le respect des textes, de le faire savoir, de se faire entendre. Et quoi que non écouté, il ne s'arrête pas de parler, il ne s'arrête pas de réclamer la justice. Pour le reste, les moyens structurels, les moyens humains ne dépendent pas de lui. Il s'adapte au milieu. Il fait avec les moyens du bord. Mais il ne s'arrête pas à la pauvreté des moyens du bord. En participant à l'œuvre de justice, en demandant un peu plus de justice, en demandant par exemple que la situation de ce jeune homme qui a été détenu 17 ans soit une situation qui n'existe plus. Oui, l'avocat participe de sa façon ou à sa façon à l'état de droit. Quel type de rapport entretenez-vous avec le pouvoir exécutif, avec notamment avec la chancellerie? Théoriquement, ce sont des rapports de voisinage, des rapports de courtoisie. De bon voisinage. Enfin, disons de coexistence. On va dire ça comme ça, de coexistence qui gagnerait à être pacifiés, qui sont... Voilà. Moi, je voudrais quand même, tout à l'heure, vous parliez du jeune homme, là. Ça peut être très intéressant parce qu'on est dans l'actualité. Voici une situation comme celle-là. Est-ce qu'aujourd'hui, le bâtonnier ou le barreau de Côte d'Ivoire, je ne sais pas, peut faire avancer justement la justice ivoirienne de ce point de vue-là? Voici quelqu'un qui a fait 17 ans en prison, qui sort. Déjà, est-ce qu'on peut savoir, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que l'État prévoit ou la justice ivoirienne prévoit en termes de dédommagement ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Est-ce que ça peut être un combat justement des avocats pour dire, ben, écoutez, on ne peut pas laisser un Ivoirien qui a été d'une certaine façon martyrisé par la justice de cette façon? Qu'est-ce qui existe d'ailleurs pour ce type de cas? Alors ça, c'est le cas classique, si j'ose dire, du dysfonctionnement du service public de la justice qui appelle réparation de la part de l'État. C'est dire que ce jeune homme peut engager la responsabilité de l'État pour la faute que l'État a commise, qui consiste à l'avoir gardé 17 ans durant. Je pense que le préjudice est indiscutable. Mais est-ce que ça existe qu'on prévoit que c'est possible que l'État puisse réparer? Ah oui, c'est le principe généraux de la responsabilité. Très bien. Oui, oui, bien sûr. Alors, de ce point de vue, ce jeune homme, je pense que l'ordre des avocats va se tenir à sa disposition pour voir avec lui ce qu'il conviendrait de faire pour éventuellement les suites à donner à cette affaire, parce que, comme je vous dis, c'est véritablement un scandale. Parlons de l'égalité, donc, justement, puisque vous en parliez aussi, de l'égalité des citoyens devant la loi. Oui. Et déjà, le premier, peut-être, élément, c'est l'accès aux juridictions. C'est comment les juridictions, je parlerai même de l'étalement des juridictions sur l'ensemble du pays. Ce n'est pas de votre fait, on est d'accord, mais comment vous réagissez face à ça, le fait que, justement, on n'ait pas accès équitablement sur le territoire aux juridictions? Mais enfin, la cartographie dispersée, la cartographie judiciaire qui est un peu qui est clairsemée, vous donne une idée des difficultés que le justiciable peut avoir comme accès à la justice. Il y a un mouvement du justiciable vers la justice et non l'inverse. Ou du moins, l'éloignement ne facilite pas la proximité, ne facilite pas l'accès de la justice. Comment on réagit? On regrette. Ouais. On regrette. Et vous l'avez remarqué à juste titre, l'érection des juridictions n'est pas de notre sort. Oui. J'avais entendu un candidat, je ne sais plus lequel, parler de maison de la justice avec des avocats ou des médiateurs qui permettraient de rapprocher la justice du citoyen. Est-ce que vous, personnellement, en tant qu'ordre des avocats, vous avez l'intention de créer davantage de proximité avec le citoyen? Ben nous, on fait avec les moyens du bord. Récemment, nous étions à San Pedro dans ce qu'on a dit, une campagne, l'avocat dans la cité. Ouais. Ben nous, les avocats, puisque nous n'avons pas les mêmes moyens que ceux qui les ont, ou ceux qui sont censés les avoir, nous avons décidé d'aller
à la rencontre des populations. C'est ainsi que pour cette première édition, nous sommes allés à San Pedro pour nous faire connaître de la population, mais surtout dans un rôle pédagogique pour démystifier et démythifier la justice, parce que de la justice, on a une idée pervertie, une idée remplie de préjugés, et des fois on renonce à aller à la justice, peut-être parce que aussi on ne connaît pas ses droits, mais parce que cette chose-là aussi est effrayante, la justice. Tout le rituel qu'il y a autour, toute cette bizarrerie dans le comportement peut repousser les ardeurs les plus légitimes ou les aspirations les plus légitimes à la justice, à avoir accès à la justice. Donc nous sommes allés à San Pedro. Et comment vous avez ressenti l'accueil? Ça peut être une question très simple, mais comment nos concitoyens vous ont senti? Au fond, ils vous ont dit quoi? On est heureux de savoir qu'enfin, moi, je rencontre un avocat pour la première fois. C'est quoi vraiment le sentiment global, là? C'était joyeux. C'était joyeux. C'était au titre de notre visite, là, nous avons fait des journées, un procès fictif. Déjà à l'attention des jeunes étudiants, voir des avocats grandeur nature plaider sur un cas fictif, et nous avons fait des consultations gratuites. C'est-à-dire que nous avons investi la mairie, certains locaux, tout et tout, pour porter gratuitement nos services aux populations dans tous les domaines de leurs activités, de leur vie qui nécessitaient quelques éclairages juridiques. Alors, croyez-moi bien, on a été vraiment bien accueillis. Il y a des localités du pays où il n'y a pas d'avocat et parfois même les huissiers font office d'avocat. Qu'est-ce que vous pensez de cette anomalie? Vous dites que c'est une anomalie. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une anomalie. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que le gouvernement et vous-même avez un projet pour installer dans les localités du pays des avocats, des représentants de justice dignes de ce nom? Déjà, il faut peut-être élargir la cartographie, pour que les avocats puissent s'y installer, parce qu'un avocat est toujours rattaché à une cour d'appel, à une juridiction. Il faut peut-être aussi que le nombre d'avocats s'accroisse. Actuellement, vous êtes combien? 680. 680 seulement? Donc en termes de ratio aussi, est-ce qu'il y a des... Alors, 580. J'entends, parce qu'il y a l'ensemble de vos collègues qui sont là. Et en termes de ratio, ça donne quoi pour un pays comme la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez une idée de... On est à 5-6 avocats pour 100 000 habitants, quelque chose comme ça. Oui. Quelque chose en... Un avocat pour 50 000 à peu près. D'accord. Un avocat pour 50 000. Voilà, à peu près. Et une chose, puisqu'on ouais. parlait de mettre les pieds dans le plat, moi je vais jeter peut-être un pavé dans la mare. Vous allez voir. On a un système d'interdiction de publicité de vous, les avocats. Pourquoi? Sachant que c'est des cultures différentes. Je veux dire qu'on peut être dans un système hybride ou en Côte d'Ivoire où on a envie de faire un peu de campagne, peut-être ça peut aussi aider un certain nombre de populations à venir vers les cabinets d'avocats. Pourquoi vous êtes sur ce modèle de ne pas faire de publicité alors que ça existe ailleurs, aux États-Unis, des grands panneaux, etc. Pourquoi on ne part pas sur quelque chose de plus, j'allais dire, adapté à notre réalité? Mais ce n'est pas totalement exact de penser que les avocats ne font pas de publicité. Ah, éclairez-nous là-dessus. Ils font de la publicité, mais d'ensemble. C'est une publicité ordinale. Ce n'est pas une publicité individuelle. C'est de ça que je voulais parler. Mais bon. Oui, mais non, déjà, je vous dis que l'ordre fait de la publicité, c'est de la publicité collective. Ouais. Alors, on parle des avocats, du rôle des avocats. On parle des avocats dans leur ensemble sans aucune distinction des individus qui composent l'ordre des avocats. Très bien. Et pourquoi? Pardon? Pourquoi on fait une publicité? Alors, ça répond à nos principes, à nos idéaux de dignité, de modération, de délicatesse, d'honorabilité. Vous avez hérité ça de la France. Exact. Mais de quoi? Parce qu'ils sont honorables, les avocats américains qui font les gros panneaux pour dire... Oui, mais là, je pense quand même que vous faites... vous tempérez un peu l'avocat américain qui va devant l'hôpital et qui court après l'ambulance pour voir le blessé et lui donner sa carte avant même que de savoir s'il va survivre dans les 5 minutes. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Mais là aussi, vous êtes un peu caricatural. Mais c'est bien ça. Parce que l'idée aussi, ça peut être d'aider quelqu'un qui vient d'avoir un accident, peut-être derrière, peut-être l'assurance ne va pas suffisamment agir, bon, il peut avoir une opportunité. Enfin, une opportunité de
Alors, ça dépend. Nous ne sommes pas des commerçants. Alors, quand la profession est pensée comme une profession commerciale, alors j'entends bien cette publicité. Nous, nous ne sommes pas des commerçants. Nous sommes des avocats. Alors, vous me direz quelle est la différence. Nous ne sommes pas des commerçants. Et donc, nous ne faisons pas de publicité individuelle, nous ne faisons pas de marketing individuel. Nous faisons une publicité d'ensemble. On dit aux justiciables, il est des avocats. Voici ce que les avocats font, voici ce qu'ils ne font pas quand vous avez besoin d'un avocat. Donc, à l'intérieur des avocats, vous avez des relations personnelles avec ces avocats. Mais les avocats pris individuellement ne sont pas encore admis à faire de la publicité. Alors, du style, je suis le plus grand avocat de Côte d'Ivoire, je suis... Non, oui, nous avons hérité... Un peu comme les églises. Voilà, nous avons hérité cette conception de la France, qui est aussi la réalité. Ouais. Mais je pense que ce sont là les traits distinctifs, multiséculaires de cette profession qui lui donnent son originalité. Voilà. Sur ce point, le bâtonnier que je suis n'entend même pas varier. C'est comme ça. Mais est-ce qu'au sein de votre corporation, il y a des tiraillements? Vous, on voit que vous en parlez avec beaucoup. Est-ce qu'il y a certains qui voudraient... Enfin, est-ce qu'il y a un arbitrage à faire entre vous ou pour le moment, tout le monde est d'accord? Ce n'est pas la Corée du Nord non plus, mais est-ce que quand même, il y a des gens qui pensent le contraire? Oui, il est des avocats qui piaffent même, qui veulent. Oui. Mais ils sont obligés de rester dans le rang. D'accord. Mais surtout à l'heure des réseaux sociaux, oui, Facebook, Instagram et autres. Oui, tout à fait. Hein? Mais tout à fait. J'en connais des avocats ou des avocates qui s'affichent, mais sans dire avocat, on voit bien. Oui, encore que c'est extrêmement difficile, teinté d'hypocrisie, pour dire les choses, teinté d'hypocrisie. Et puis, on reste... Alors, c'est un peu, vous savez, la symptote en mathématiques. Là. On essaie de rester dans le ton de la règle en s'en donnant quand même... Bon, ben ça également, je pense que c'est une pratique où ce sont des faits qui sont... qu'on apprécie au cas par cas. Est-ce que vous ne devriez pas changer de religion? Bon, c'est Pâques, mais bon... sur cet aspect-là. On voit que vous êtes à fond là-dessus. Non, mais comme je vous l'ai dit, moi, personnellement, en tant qu'aujourd'hui bâtonnier, ce n'est pas un sujet sur lequel j'ai envie de revenir. Il y a bien d'autres sujets pour lesquels j'entends une révolution, mais pas celui-là. Pas celui-là. Une courte question et une courte réponse, que nous allons aller tout de suite à la pause. Il s'agit vraiment d'une question qui, moi aussi, me semble d'intérêt pour nos concitoyens. C'est que beaucoup pensent que les avocats sont un peu distants. Vous avez parlé tout à l'heure, soit par les honoraires, soit parce que, évidemment, ils sont un peu élitistes. Est-ce que ça, pour répondre là-dessus clairement à nos concitoyens, les avocats sont vraiment des associés des Ivoiriens, j'utilise ce mot, pour leur permettre justement de se défendre efficacement? On le dit même très éloigné des Ivoiriens. Alors, vous avez très éloigné. Invisible même, oui. Invisible. C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. On les chercherait alors, oui, on ne les trouverait pas. Exactement. On les trouverait qu'ils seraient inaccessibles. Exactement. On les trouverait même qu'ils seraient inaccessibles. Pour une certaine élite. Et d'abord, en soi, c'est une profession élitiste. D'abord, en soi, l'avocat. Mais l'avocat au centre de la cité, et il est là pour ses congénères. Il ne fait pas d'élitisme dans ses rapports avec les clients. L'avocat est visible. Peut-être que vous ne les voyez pas, mais ils sont visibles. Très bien. Ceux de nos congénères qui ont besoin d'eux les voient. Je veux dire, il n'y a pas... Nous sommes là, vous me voyez. Nous sommes visibles. C'est certain. Très bien. Très chers téléspectateurs, vous vous en rendez bien compte. On parle de Côte d'Ivoire, on parle de justice ivoirienne, on parle d'avocats, d'Ivoiriens qui, eux aussi, ont envie et contribuent tous les jours, justement, à notre vivre ensemble à travers leur officine, permettez-moi cette expression,
les avocats. C'est dans le cadre de Face à la Côte d'Ivoire qu'on vous propose tout ça. Je vous permets justement de marquer juste un instant de réflexion parce que derrière, vous devez nous poser des questions à travers vos claviers, les internautes, et puis quelques spectateurs dans cette salle. Ce sera juste après la pause. Nous sommes de retour sur le plateau de Face à la Côte d'Ivoire. Au moment où nous partions, nous avons laissé un bâtonnier très combatif qui défendait vraiment un certain nombre de principes qui lui tiennent à cœur. Et bien nous aussi, ça nous va. On espère simplement que nos concitoyens qui nous regardent auront des questions à lui poser pour savoir justement pourquoi ces principes et pourquoi pas d'autres. C'est bien pour cela que nous allons ouvrir pour vous l'instant public et c'est maintenant. Tout ça, à l'instant public, vous le savez, c'est un moment pour permettre à nos internautes qui sont chez eux de poser des questions à notre invité. Et nous allons déjà prendre une première question. C'est ça, via Facebook. Est-ce que la question va s'afficher? Alix Kana, maître, pensez-vous qu'en Côte d'Ivoire, le ratio avocat-usager du service public de la justice permet de répondre aux défis d'un État de droit? Excellent, excellent. Excellent. Le ratio, il n'est pas bon. Il est insuffisant. Pour autant, l'état de droit, du point de vue des avocats, va être de participer effectivement à l'œuvre de justice. Ce n'est pas l'avocat qui rend la justice. Il aide à rendre la justice. L'état de droit va supposer plutôt que les structures ou le fonctionnement soient de telle nature à favoriser l'application de la loi sans aucune interférence extérieure. D'accord? L'état de droit, de ce point de vue, c'est l'indépendance du juge. C'est les conditions psychologiques, matérielles dans lesquelles le juge se trouve pour exercer, pour rendre, pour faire son travail. L'avocat aide à rendre la justice. Ouais. Le juge rend la justice dans un décorum, avec un arsenal juridique, avec une technique juridique, avec, je dirais, une logistique qui, elle, doit favoriser la justice. La justice. Et quand les rouages marchent, alors on peut parler d'état de droit. En l'occurrence, le ratio avocat-usager n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il est précisément en Côte d'Ivoire, on a autour de 48 000, 48 000 habitants pour un avocat. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'avocats. Alors qu'on aurait dû être à 100 avocats pour 100 000 habitants. C'est ça. Il n'y a pas assez d'avocats. C'est ça, c'est bien ça. Il n'y a pas assez d'avocats, tout comme il n'y a pas suffisamment de juridictions. Ouais. Voilà. Mais je pense que... Justement, puisque vous parlez, il n'y a pas assez d'avocats, il n'y a pas assez de juridictions, il n'y a pas assez, on parle de l'argent. Oui. Est-ce que nous avons les moyens de notre justice? Est-ce que nous avons les moyens aujourd'hui de continuer le modèle de justice que nous avons? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une justice d'exception? Enfin, je ne sais pas. Dites-nous, est-ce que vous avez des idées, les avocats, là-dessus? Cher monsieur Bois, cette question, elle est plutôt en direction de... juste un chiffre, pour que vous ayez une idée de la... Juste une idée. Le budget de la justice est de 1,2% du budget global de l'État. Voilà. Mais on prend ça où? L'école? La défense? La santé? La santé? C'est là toute la problématique. Quelles sont les solutions des avocats? Mais les avocats n'ont pas de solution. Enfin, leurs propositions, oui. Enfin, je veux dire. Encore faut-il qu'ils soient écoutés sur ce sujet. Déjà, les avocats vivent cette situation très mal. Les magistrats non plus. Parlons des infrastructures de la justice. Vous avez vu le tribunal de première instance d'Abidjan. Ouais. Vous avez voyagé. Vous avez vu les tribunaux ailleurs. Vous avez vu comment ces édifices se dressent avec majesté et solennité. Bien sûr. Vous avez vu notre tribunal. Vous avez vu tout le commerce qu'il y a aux alentours. Ce tribunal a l'allure d'un marché. Il faut que vous sachiez également que nos plus grandes juridictions n'ont pas de bâtiments dédiés. Ce sont des bâtiments de location. On les prend en location.
Vous avez la cour... Les exemples, justement. Vous avez la cour de oui. commerce, Oui. qui est quelque part vers Angré, Ouais, qui est dans une cité immobilière, au milieu de maisons d'habitation, avec tout ce qu'on peut avoir comme un confort au niveau du voisinage. La cour d'appel de commerce, quand même, c'est des causes à enjeux financiers importants. Vous savez, même la Cour suprême, enfin la Cour de cassation, la Cour suprême, Ouais. le Conseil d'État disséminé ça et là à Abidjan, dans la ville d'Abidjan, qui renseigne sur la considération dans laquelle notre justice est prise. Je constate comme vous, je n'ai pas voix au chapitre. Mais l'État ne peut pas tout faire non plus en même temps. Les choses se font par étapes. Mais l'État doit prioriser les étapes. Certainement Oui. qu'il l'a fait, mais vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a aujourd'hui des chantiers nombreux dans le pays. C'est quoi ces chantiers? Dans les universités. C'est quoi ces chantiers? Les projets d'infrastructures Oui. et autres, routières. Là, je me rends compte que c'est Maître qui pose des questions. On n'est Non, pas là. non, mais c'est pas mal non plus Non, qu'il pose des questions. non, mais c'est interactif. Oui, c'est un dialogue. J'ai presque envie de dire oui. Voilà, c'est un dialogue. Oui, on fait des infrastructures. Oui, d'accord. Oui. Mais pas au détriment de la justice. Mais ça ne se fait pas forcément au détriment de la justice, Mais parce enfin- qu'il faut contenter tout le monde en même Mais temps. Maître, il y a peut-être une chose, puisque je veux proposer une piste de réflexion aussi. On dit qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais il se dit que dans nos juridictions circule quand même beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, c'est par exemple ce que nos concitoyens payent quand ils doivent faire tel acte, les enrôlements, tout un ensemble de choses. Est-ce que sur ça, quand même, à un moment, ça commence à faire beaucoup d'argent? On sait que le greffe demande qu'on lui en réserve une bonne partie, les magistrats, etc. Enfin, on s'est un peu documenté. Alors, Vous êtes bien sur ça- renseigné. Vous êtes très très bien renseigné. Sur ça, Maître, qu'est-ce qu'on fait? C'est aussi de l'argent qui peut peut-être servir à embellir les choses, à faire un certain nombre de choses. Comment les avocats, justement, se battent au quotidien pour faire avancer quand même notre justice de ce point de vue-là? En fait, il faut que vous acceptiez et intégrer le fait que ce ne sont pas des questions qui concernent les avocats. C'est vrai, on va dire de façon indirecte, mais on ne demande pas l'avis des avocats. Enfin, pour toutes ces questions d'argent qui tournent, peut-être que vous devriez inviter le ministre de la Justice pour qu'il vienne expliquer. Mais toujours est-il que chaque fois, il y a des grèves au niveau du greffe pour ces questions d'argent. D'accord? Il y a bien un budget, vous êtes bien renseigné, mais ça, il faut bien le savoir. Est-ce que les avocats, dans une partie de cet argent, dans cette manne qu'on doit partager et qui fait des mécontents autour du partage, avez-vous jamais entendu que les avocats ont une part réservée? Non. 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 Mais nous sommes les premiers à subir le contre-coup ou les inconvénients de cette situation. Vous êtes les premiers, sans doute les deuxièmes, ce sont nos concitoyens, et ils sont quand même pas mal à vouloir poser des questions. Est-ce qu'on a une autre question avec vous, tout ça là? Tachal Riva, je souhaiterais savoir s'il y aura l'examen du barreau cette année en Côte d'Ivoire. Depuis 2019, on attend, mais chaque année, on ajourne. Monsieur Vous dites Bâtonnier. qu'on n'est pas nombreux, mais en fait, vous freinez des 4 fers pour pas qu'il y ait d'autres qui entrent là, mais non. manifestement. Ah mais non. Ben, j'entends bien. Bon, Vous me c'était une taquinez. question. Oui, Voilà. vous me taquinez. Non, mais en réalité, le régime du certificat d'aptitude à la profession d'avocat a changé. Oui. Donc il faut faire sa mue, il faut repartir sur cette nouvelle base. Et donc il a fallu un temps d'adaptation. Je vais vous dire également, le barreau de Côte d'Ivoire n'a aucune subvention de la part de l'État. Ça, il faut que vous le sachiez. Aucune subvention de la part de l'État. Comparaison n'est sans doute pas raison, mais est-ce que ça, ailleurs, c'est quoi le... Ailleurs, les barreaux ont la subvention de leur État parce que les barreaux sont pris plus en considération ailleurs qu'ici. Très bien. Ça, c'est le premier point. Aucune subvention, aucune aide. Contrairement au traitement discriminatoire qui est réservé aux magistrats et aux élèves magistrats, qui ont un institut, qui ont les moyens, et nous, on ne les a pas. Et on est obligé de trouver les moyens d'organiser ce CFPA, qui nécessite une logistique qui, elle, appelle des moyens que nous n'avons pas.
Nous faisons avec les moyens du bord et nous avons décidé cette année de relancer le CAPA parce que c'est vrai que depuis un bout de temps, il y a comme un enlisement de cet examen, mais je dis à cet internaute que très bientôt, on va le relancer et qu'on va améliorer au fur et à mesure le système. Donc, si également, profitant de votre antenne, les décideurs de ce pays m'entendaient, ce serait peut-être bien que nous ayons quelques subventions parce que ailleurs, je pense que nous faisons partie également, nous sommes une institution de l'État, n'est-ce pas? Nous sommes une institution de la République. C'est l'État qui institue. Et j'ai presque envie de vous dire, nous sommes le parent pauvre de la République. C'est bien parce que c'est l'État qui institue les ordres. Donc exact. Nous sommes le parent pauvre de la République de Côte d'Ivoire. Je voulais juste mettre à jour mon logiciel. Les avocats ivoiriens sont formés où, ici ou comment ça se passe? Ils sont formés ici. Ici. Oui, ils ont toujours été formés ici. À Abidjan. Toujours. Maintenant, on peut se former ailleurs, on peut avoir des diplômes ailleurs, mais il y a toujours un système d'équivalence. Mais ici, on a une école, on a une école du barreau. Théoriquement, on a une école du barreau, je pense que par un décret adopté par... Qui est dans une faculté ou à la faculté? À la faculté. Alors, c'était la faculté de droit qui organisait, c'était un examen universitaire. Maintenant, avec la communautarisation de notre profession, des règles qui régissent notre profession, c'est devenu un examen professionnel qui est dévolu de bout en bout aux avocats. Très bien. Voilà. Et donc, c'est ça qui explique la mue. Les autres années, c'était l'université qui avait déjà les moyens. Cette année, c'est les avocats eux-mêmes qui n'ont pas les mêmes moyens que l'université. Donc, on trouve des passerelles, des accords avec l'université pour essayer de louer leurs locaux pour également préparer et présenter cet examen. Face à un sujet comme ça d'extrême importance, l'appel est lancé, évidemment. Cet appel devrait être entendu. Plus de jeunes Ivoiriens veulent se lancer dans la carrière, mais ils ne peuvent pas parce que d'un côté, l'organisation du concours n'est pas soutenue par l'État. Eh bien, c'est le message lancé à travers Face à la Côte d'Ivoire. Marquons notre pause, la deuxième de cette émission, et nous nous retrouvons juste après. Le rendez-vous, vous le connaissez maintenant, c'est bien sûr les jeudis que nous vous retrouvons, jeudi en 15, pour parler de ce qui va ou de ce qui ne va pas dans notre pays face à vous. Bien sûr, nos intellectuels, les personnes qui portent justement la voix de la Côte d'Ivoire. Parfois, c'est aussi le cas du bâtonnier de Côte d'Ivoire qui est avec nous dans le cadre donc, de cette émission Face à la Côte d'Ivoire. Vous êtes nombreux chez vous à vouloir lui poser des questions. Nous allons tout de suite nous tourner vers vous et prendre une question d'internaute. Ah oui. Bebson Palais, que pensez-vous, on allait d'ailleurs parler de ce sujet, que pensez-vous de l'indépendance de la justice ivoirienne? Cette justice n'est-elle pas aux ordres de l'exécutif? Ce n'est pas nous qui le disons, c'est une question Internet. Alors, cette justice, cette question... Elle vous embarrasse? Non, elle ne m'embarrasse pas du tout. Allez-y, donnez votre réponse. Je voudrais éviter l'absolutisme d'une réponse tranchée, péremptoire. Je voudrais simplement dire que notre justice, par certains côtés, est aux ordres ou peut être aux ordres. Et nous avons des cas dans lesquels il n'est pas possible de contester que notre justice est aux ordres de l'exécutif. Donnez un exemple. Par exemple, moi je veux même donner un bon exemple. Récemment, cette affaire de saisie d'un avion de Air Côte d'Ivoire, la justice a tranché ici. Il y a eu la justice, justement, à laquelle nous sommes, je ne sais pas comment c'est affilié, à la Cour de la CEDEAO. Et l'exécutif, à travers la chancellerie, dit autre chose. Comment vous réagissez face à un cas comme ça? Quel est le commentaire qu'on peut faire? Alors déjà, la chancellerie, le ministre de la Justice prend une circulaire où il indique au chef de juridiction de ne pas, au greffier, si des demandes d'exéquatur leur étaient soumises, de s'en référer à la chancellerie. Notre réaction est une réaction d'étonnement, de surprise, d'effarement même. Ce n'est pas acceptable. Voici un exemple précis de l'intrusion de l'exécutif dans le domaine du judiciaire. Là, cette circulaire
va ajouter aux règles de procédure civile. Ce n'est pas le rôle de l'exécutif. Ouais. Cette circulaire va violer les traités internationaux. Ouais. Ce n'est pas le rôle de l'exécutif. Et cet exécutif qui donne cet ordre, quelle est la raison pour laquelle il donne cet ordre? Si on ne peut pas, pour une catégorie d'actes et les autres catégories d'actes. Alors vous voyez, il y a bien une discrimination qu'on fait, il y a une intrusion intempestive de l'exécutif dans le fonctionnement de la justice qui peut interroger et exaspérer, voire désespérer l'état de droit. Est-ce que cela est nouveau? Depuis 62 ans, on a été habitué à une justice aussi qui est un peu à l'écoute, j'allais dire, peut-être pas aux ordres, mais à l'écoute de l'exécutif. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que si ce n'est pas nouveau, avant d'y répondre, si ce n'est pas nouveau, est-ce que cela peut sous-entendre qu'il est peut-être bien le temps de changer notre modèle, notre façon d'organiser la justice? Je ne sais pas, un parquet, chancellerie, est-ce qu'il y a... Pour vous, on garde le même modèle, faut que... Comment on fait? D'abord, je veux rebondir sur... Est-ce nouveau? Votre collègue, il a le sens de la nuance, de l'euphémisme. Alors, vous dites que de ce point de vue, ce serait une façon pour l'exécutif ou la justice d'être à l'écoute de l'exécutif. On peut le dire. Bon, non, on ne le dirait pas comme ça et je ne suis pas de votre avis. Ce n'est pas être à l'écoute, c'est aux ordres. Alors, est-ce que depuis 1960... depuis 1960. Alors, je ne vous dis pas pourquoi je souris. Oui, parce que je vois que vos collègues aussi... Oui, voilà. On aimerait bien... Oui. Bien que ce soit comme ça depuis 1960, eh bien, ça veut dire qu'au moins depuis 1960, ça interroge l'état de droit. Ouais. Bien sûr. Ça désespère, ça exaspère l'état de droit. Ça ne doit pas être ainsi. Mais tout à l'heure, à tout le moins, si je prends votre nuance, il faut que ce soit dans l'autre sens et entouré de pudeur, entouré de modération. De cette façon crue, ostentatoire, ça interroge, ça désespère l'état de droit. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on doit changer les choses? Il y a une idée comme ça qu'on peut... Oui, on doit changer les choses. Même changer les choses, mais est-ce qu'il y a un modèle, peut-être, vous allez me dire, je vais encore vers le modèle américain, est-ce qu'on va arriver à un moment où on peut dire, bon allez, désormais on va voter le procureur, je ne sais pas. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose à changer là dans notre modèle? Mais en réalité, tout ça est consubstantiel à notre système. Ouais. Le juge n'est pas élu, il est nommé par l'exécutif. C'est cela. Et on dit du juge nommé par l'exécutif qu'il doit être indépendant de l'exécutif. Or, quasi naturellement, tout homme qui a une gratitude peut être enclin à vouloir montrer qu'il est redevable. D'accord? Et on sait très bien que celui qui vous nomme peut vous affecter, peut vous dénommer. Il y a cette incertitude, il y a cette précarité qui fait que l'indépendance qui est demandée au juge devient quelque chose qui est difficile pour lui. Et donc, l'exécutif, au début, l'exécutif, c'est lui qui le nomme, c'est lui qui le sanctionne, c'est lui qui le contrôle, c'est lui qui garantit son indépendance. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On est tous restés un peu pantois, mais on va permettre quand même... Attendez, non, mais il va répondre. Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait, maître? Mais il faut déjà une volonté politique, une vraie volonté de ne pas interférer dans le fonctionnement de la justice. C'est plus fort qu'eux, on dirait. Parce que ça tient à la manière dont les hommes sont conçus. C'est plus fort qu'eux. Est-ce que c'est plus facile pour nous de ce bout de table de les critiquer parce qu'on n'est pas à leur place? J'en sais rien. Je n'ai pas encore fait le tour de l'autre côté de la table pour le savoir. Peut-être que si j'étais de l'autre côté, je vous dirais... On a un remaniement qui est en cours, là. Et on ne sait jamais. ça m'étonnerait. Ça vous étonne. Ça peut vous étonner. Vous savez, Akitator, non, lui, on ne pensait pas qu'il allait se retrouver du côté. Oui. Lui, il a dit en son temps, il a dit en son temps, je ne suis pas preneur. Voilà. Et jamais on me nommera. Bon, moi je dis, ça m'étonnerait parce que je ne suis pas tant que ça visible
Bien sûr. Je ne suis pas tant que ça visible. Très bien. Voilà, je pense qu'avant moi, il y a bien des gens qui sont plus visibles et qui sont plutôt intéressés à cette fonction. Moi, je ne le suis pas vraiment parce que je n'ai pas envie que mon attente soit déçue. Je vais revenir là-dessus, mais je permets avec nos téléspectateurs et nos Ça, c'est internautes de défendre, hein, réagir. c'est un bon avocat. C'est un bon avocat, enfin, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a un internaute qui veut... C'est Julien Fred Marson Gogo. Entre la vérité, la morale, la logique que défend l'avocat, aviez-vous déjà eu l'impression ou la certitude que votre client avait raison et il a été condamné? Oui, ça c'est le... Bon. Ça, c'est courant, on dirait. Oui. Ah ben ça, c'est encore une fois, c'est une question aux confins même de la philosophie juridique. Hein. Avoir le sentiment que le client a raison et puis il a été condamné, c'est ni plus ni moins que peut-être n'avoir pas montré les pièces ou la preuve de ce qu'il avait. Et des fois, la justice n'est pas, je dirais, la justice, c'est un langage, c'est une réalité, ce sont des règles qui n'ont très souvent pas prise avec la vérité au sens où on l'entend. C'est ça. Vous voyez, par exemple. Un exemple que je prends habituellement à mes étudiants, à l'époque, à mes étudiants, c'est de leur dire, par exemple, que la vérité de la prescription, légale est injuste du point de vue de la morale. C'est clair. Vous avez quelqu'un qui vole, on ne porte pas plainte contre lui parce qu'on ne le connaît pas. Il revient au bout du temps de prescription, il vous nargue, il vient, il s'installe devant vous. Vous ne pouvez plus rien contre lui. Mais la loi... Ça, c'est la loi. Mais ce n'est pas juste dans le cœur, au sens de la morale. Bien sûr. Donc, avoir le sentiment, des fois, que le client a raison, oui, on peut avoir ce sentiment sans être en mesure de pouvoir le prouver. Des fois, on peut l'avoir, on peut le prouver, mais ce n'est pas, je veux dire, c'est toujours une appréciation du juge. Bien entendu, il y a des voies de recours. Mais d'une façon générale, ce sont des questions qui ressortissent plus de la réalité ou de la vérité du dossier et non de l'émotion du client, voire même de l'avocat. Voilà. Ok, j'avais dit que je revenais, c'est très rapidement, je peux me répondre là-dessus. On sait que les avocats, quand même, ont quelques relations avec les politiques. Ouais. Je ne vais pas vous poser la question à vous. Pourquoi ? Mais remarquez, quand vous êtes des clients et que très souvent on a le sentiment que vous courez à la limite pour aller... j'allais dire, accompagner le premier politicien qui a des problèmes, parce que souvent on voit toute une pléthore d'avocats autour d'un politique, et après on apprend qu'il n'a rien demandé. Derrière, l'avocat ne fait pas un peu là de stratégie pour se rapprocher des hommes de pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas ça dedans? Après, ils ont le droit d'avoir des clients, les avocats. D'ailleurs, ça pourrait être un beau sujet, avocat et homme de pouvoir. Avocat et homme de pouvoir, oui. Avocat lui-même, homme de pouvoir. Hein, les relations incestueuses. Oui. Les relations incestueuses, oui. Est-ce que ça, vous pensez que c'est quelque chose qui est vraiment existe dans notre modèle? Mais vous l'avez relevé, oui. Je veux dire, vous relevez que des avocats font la cour aux hommes, à certains hommes politiques. Ouais. Oui, mais encore une fois, ce n'est pas le comportement qu'on attend d'un avocat. L'avocat ne fait pas de réclame, l'avocat ne fait pas de racolage, pour parler franc. Très bien. Pas de racolage. Ça peut tenir des fois aussi peut-être à la personne, aux ambitions de ces avocats, avocats hommes de pouvoir. C'est ça. L'ambition d'un avocat doit rester dans le périmètre de son sacerdoce. Très bien. Défendre son client. On peut être l'avocat d'un homme de pouvoir sans vouloir paraître soi-même homme de pouvoir ou pas que ce soit exclusivement parce que c'est un homme de pouvoir. On peut avoir toute une palette de clients, du plus fortuné au plus anonyme. Au plus modeste. Voilà. Maître, on va terminer cette émission, mais je souhaiterais qu'on se lance un peu dans les perspectives. Ils sont nombreux, nos concitoyens, parce qu'on nous le dit là, qui veulent comprendre le concours du barreau. Est-ce que, déjà, dans votre tête, comme ça, vous avez une période, vous vous dites, je vais avoir un peu d'espoir, ça va se passer dans 6 mois. Est-ce que vous avez comme ça une idée ou pas? Et puis, quelles sont aujourd'hui les perspectives pour vous, le barreau, pour vraiment terminer cette émission à travers un message
que je qualifierais de fort. Alors, sur le CAPA, le CAPA, le délai, je ne veux pas m'autoriser à dévoiler ce délai parce que c'est une décision qui doit être prise par le prochain conseil, le mercredi prochain, je pense le 20. C'est déjà là. Et donc, c'est dire que c'est presque brûlant. Donc, c'est imminent. Quelles sont les perspectives? Pour nous, avocats, ce sont des perspectives intimement liées à la justice, à l'amélioration de la justice, à l'amélioration des droits de l'homme, à l'amélioration de l'état de droit. Qu'il soit un homme du pouvoir, qu'il soigne les intérêts d'un homme du pouvoir, qu'il soigne les intérêts d'un anonyme, la bouche de l'avocat est la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche. La voix de l'avocat est la voix des libertés qui s'affaissent au cachot du désespoir. En un mot, voici la raison d'être des avocats. Voici ce pourquoi nous sommes avocats. Et nous devons être des avocats ainsi, aussi longtemps qu'il y ait des malheurs qui n'ont pas de bouche, qu'il y ait des libertés qui s'affaissent au cachot du désespoir, que ce soit la bouche d'un nanti ou d'un non-nanti, il y aura toujours un avocat, il devrait toujours avoir un avocat. Et les avocats de Côte d'Ivoire sont là, résolument debout, autour de cet idéal, pour participer, pour prendre leur part dans l'œuvre de justice pour le développement de ce pays. Vous me mettez en difficulté parce que quand vous avez fini comme ça une telle plaidoirie, j'ai vraiment du mal à en placer avec cet envolé lyrique. Bon, écoutez, magnifique vraiment, envolé. vous êtes, et sans flagornerie, je pense, très chers téléspectateurs et concitoyens, nous avions là quand même l'avocat des avocats de Côte d'Ivoire, mais pas seulement l'avocat de la Côte d'Ivoire tout court, parce que les sujets qui ont été débattus ici au cours de cette émission concerne notre vie de tous les jours, comment nous sommes préoccupés par ce qui arrive à nos voisins, à nos frères, qui n'ont souvent pas les moyens, qui n'ont souvent pas le regard de la communauté pour pouvoir avancer et nous aider ensemble à construire notre destin commun. Vraiment, maître, nous vous remercions de cette contribution-là, ce que nous faisons ici à Live TV. Merci. Tout ça là. Merci. Merci Maître. Voilà, d'avoir... Je le marque comme un des éléments forts de cette émission. Vous avez dit que Toussaint Alain maniait un peu le raisonnement de façon un peu bizarre. Je sais, je le dis depuis, mais personne ne le croyait. Pour terminer sur une note d'humour, mesdames, messieurs, je remercie vraiment toutes ces équipes-là qui nous accompagnent et qui travaillent toujours à faire de cette émission l'émission que vous préférez. Merci à vous. Merci à tous les avocats, évidemment, qui sont dans cette salle, qui ont voulu être là pour que nous parlions de la Côte d'Ivoire, de notre chère Côte d'Ivoire. Merci à tous. À très, très bientôt sur Live TV.